Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Donc, je m'appelle Geneviève Clarkson, je suis la fondatrice et CEO de Startup World, la première entreprise à vous offrir sur un plateau les services offerts par les startups du monde entier. Je m'appelle Andrea Guénin, je suis la responsable événementielle de Startup World, une entreprise experte en entrepreneuriat auprès des startups. Donc, sans plus attendre le programme. Alors, le programme de cette soirée Pitch Night Paris saison 2019-2020 est ce soir consacré au FinTech. Voilà, donc il sera consacré au FinTech. Donc, on va avoir différentes FinTech qui vont venir pitcher ce soir avec nous. On aura des jurys qui vont venir auditer. Donc, on a mis des petits papiers là sur la table. Vous allez avoir soit un QR code, soit vous pouvez remplir aussi à la mano. Donc, normalement, en page 8, vous avez le QR code qui va vous permettre d'évaluer la startup. Et si vous allez en page 10, vous avez l'élection de la startup de la soirée. Donc, on a essayé de réunir une petite représentation des startups FinTech. On aura pour la saison prochaine une représentation beaucoup plus vaste. Et donc ce soir, voilà, c'est un avant-goût de ce que les FinTech peuvent vous offrir. À savoir que Startup World regroupe 500 000 startups dans 80 pays différents. Donc on va couvrir progressivement avec ces Pitch Nights. On commence à Paris, parce que je suis située à Paris, c'est plus facile à organiser. On va regrouper l'ensemble des 80 pays qu'on couvre. Et donc, ce soir, là, on est réunis pour 1h30 de pitch avec aussi la présentation de nos partenaires. Nous avons essayé cette année de constituer un jury de plus de 2000 professionnels qui est constitué de managers, de chefs d'entreprise, d'experts en entrepreneuriat et d'experts métiers. Bon, voilà, il y a quelques modifications par rapport à la saison précédente. Tout d'abord, on a 40 événements cette année, donc voilà, c'est un objectif qui est beaucoup plus ambitieux que la saison d'avant. On est en train de constituer ce jury de plus de 2000 personnes et voilà, ce jury va nous permettre vraiment d'avoir une critique constructive pour l'ensemble des startups qui vont aussi venir dans notre vidéo. Cette année, nous allons attribuer des petits prix coup de cœur à certaines startups et un grand prix final qui s'élève pour l'instant en montant de 10 000 € et qui augmentera au fur et à mesure de vos dons. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre lien startupworld.com/pitch-night-paris afin de faire augmenter ce fonds d'aide à l'entrepreneuriat. C'est la petite séquence publicité, vous l'avez compris. Pourquoi est-ce qu'on a fait un fonds pour l'entrepreneuriat ? Moi, je suis localisée en France, je passe dans 80 pays, du fait que Startup World couvre 80 pays, je vois des startups qui survivent et des startups qui meurent. Voilà, sans compter, par exemple, en Irlande, on a 8 startups sur 10 qui survivent les 5 ans, et en France, au jour d'aujourd'hui, on n'en a qu'une sur 10. Donc, on a un axe d'amélioration à avoir en France, et donc on essaye voilà, d'importer un petit peu les bonnes pratiques des autres pays afin de booster nos futurs pépites. Et donc, le Fonds pour l'entrepreneuriat va permettre, dans un premier temps, d'apporter un petit coup de pouce et dans un temps suivant, de vraiment pouvoir emmener le plus loin possible des startups qui ont des très beaux projets. Donc, on va aussi vous présenter, notamment dans les solutions qui nous permettent à encadrer les startups Boost 33. Donc, Daisy, si tu veux venir. Oui. Donc, on a essayé, voilà, on va avoir, donc vous allez avoir après d'autres features qui sont aussi partenaires avec nous et sur lequel, pourquoi est-ce qu'on essaye de se rapprocher avec des startups qui aident le financement? Tout simplement, nous on a un fonds pour l'entrepreneuriat, mais on est bien conscient que c'est une petite part du colibri et voilà, sur 500 000 startups, il y a énormément de choses à faire. Donc on essaye de s'entourer
avec des partenaires de choix, voilà, comme Install Invest, comme B-Conseil et comme Boost 33, pour vraiment accompagner au mieux les startups pour leur donner les moyens de leurs ambitions. Donc, je vais laisser Daisy se présenter et voilà, un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'est Boost 33. Ok, alors merci Geneviève pour cette présentation rapide. Je vais me présenter. Donc moi je suis fondateur de Boost 33 et actuel CEO. Notre métier est assez simple, c'est d'accompagner les startups dans leurs problématiques de financement. Et du coup, nous les accompagnons sur plusieurs volets. Le premier, ça va être un parcours où on va identifier, structurer leur futur investissement. Ensuite, on a bien sûr la représentation auprès des fonds d'investissement, auprès des instances publiques et auprès des banques. On a quelques partenaires bancaires ici. Et ensuite, ça va être toute la gestion, l'optimisation des fonds qui ont été reçus. Donc, ce qu'on a adoré avec Startup World, c'est justement cette possibilité d'intégrer un réseau, mais surtout des personnalités, des fondateurs qui innovent tous les jours avec peu de moyens. Et voilà, je tenais aussi particulièrement à remercier Jeanne, Alima et toutes les personnes qui m'ont soutenu ici, dont aussi Lydie, Marion, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se lancer, c'est pas évident d'entreprendre, et encore plus de trouver des fonds. Donc de toute façon, je suis disponible. Si vous avez d'autres questions, là on a des personnes ici qui peuvent y répondre. Merci. Il faut savoir que Boost 33, on a trouvé ça très pertinent parce que nous, on est une entreprise internationale et Boost 33 l'est aussi. Donc, on peut retrouver les solutions de Boost 33 sur différents pays. Et donc, voilà, on va s'allier pour pouvoir les accompagner au mieux pour aider l'ensemble des startups de notre groupement. Donc, voilà, je vais continuer aussi les présentations. Donc, Boost 33 a parlé aussi des banquiers qui aident les startups. Donc, j'ai la chance d'avoir dans la salle voilà, mon banquier. Donc, Jean-François, si tu veux venir. Donc, on a des banques qui facilitent le quotidien des entrepreneurs. Et donc, voilà, mon banquier facilite mon quotidien. Et voilà, je voulais voilà, lui rendre hommage et peut-être, si tu as envie de dire un petit mot devant les internautes. Toujours François Bailly. Donc, effectivement, j'accompagne Startup World dans le cadre de sa croissance. C'était une belle pépite qui, évidemment, m'a proposé un échange équivalent en me présentant au monde des startups. J'accompagne également Boost 33, plutôt Boost 33 m'accompagne dans le cadre de l'incubateur externe qu'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est vrai les banquiers ont eu du mal à prendre le pli pour accompagner les startups. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus le cas. Vous avez des banquiers qui comprennent votre discours, qui comprennent vos besoins et qui cherchent à vous accompagner de la meilleure manière possible. Pas uniquement sur les thématiques du financement, parce qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on peut travailler ensemble. Mais sachez qu'en tout cas, place de la Bourse, au LCL, je serai prêt à vous accueillir avec grand plaisir. Merci Jean-François. Et donc, voilà, sans plus attendre, on va commencer par les pitchs. Donc, pourquoi ne pas continuer sur quelque chose voilà, de complémentaire? Et donc, j'appelle Mehdi pour Install Invest et pour le pitch Install Invest. Mehdi, c'est à toi. Attention, 5 minutes. Alors, bonjour. Mehdi Mekous, fondateur de Install Invest. Il est une petite banque d'affaires qui conseille, fait du conseil en stratégie, fusion-acquisition et financement d'entreprises et de projets sur la zone Méditerranée, l'Afrique. Donc, notre zone géographique, c'est sur les sociétés à forte valeur ajoutée. Les besoins de financement, c'est beaucoup plus au niveau de la croissance, rarement au niveau de l'amorçage. Donc, c'est souvent en fusion-acquisition, donc des entreprises qui ont un projet soit de faire de la croissance externe. À ce moment-là, on essaie de valoriser l'entreprise, essaie de l'accompagner pour finaliser le business plan, pour faire au niveau de la stratégie, jusqu'à trouver les fonds qui vont avec, que ce soit des fonds d'investissement institutionnels, privés, des partenaires industriels. Donc aussi, ça peut être des entreprises du même domaine qui voudraient peut-être investir soit en capital, soit en prêt.
la fourchette, souvent les projets tournent autour entre 100 000 et une cinquantaine de millions d'euros, parce que sur les projets africains, c'est souvent des gros projets industriels, ils ont besoin d'accompagnement, de consultants qui vont sur place pour essayer de finaliser, de faire l'étude de marché, jusqu'à, et souvent avec des partenaires industriels du métier. Ça va au niveau de l'industrie automobile, des mines, etc. Donc, nous sommes à votre disposition. Bon, je n'avais pas le budget, je pensais plutôt que je présenter l'entreprise. Donc, voilà, l'entreprise, elle est en France, sur Paris, elle est en Algérie. On avait commencé plutôt avec l'Afrique du Nord, historiquement, parce que une activité principale dans l'industrie automobile et nouvelles technologies au niveau en France et en Algérie. Et ça m'a, ce type d'activité, j'ai ressenti souvent des clients qui me demandaient plutôt de les aider à essayer de trouver du financement. Il y a énormément de startups en Algérie, énormément de pépites, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie et africaine, mais qui sont un peu laissés à l'abandon et qui, quelquefois, malheureusement, c'est des petits besoins de financement. Et les fonds d'investissement européens, c'est trop petit pour eux pour pouvoir les accompagner. Les banques, souvent, ne sont pas armées ou ne sont pas formées pour pouvoir accompagner ça, sauf certaines banques spécialisées européennes ou Merci Mehdi. Un nouveau partenaire l'ancien partenaire de Startup World qui aussi aide à soutenir les startups à travers le monde. Donc vous pouvez commencer à évaluer donc, avec le QR code qui est en page 8. Parce que j'ai vu ce que fait.
Alors du coup, on va passer, voilà, toujours dans les partenaires pour le financement. Donc là, on a vu avec Mehdi du financement d'investisseurs. On a vu avec 1233 du financement de la part des autorités d'État, de la BPI notamment. Et voilà, avec des conseils, on va voir un autre type de financement, le crédit, impôt recherche. Des conseils? Bonsoir, donc moi c'est Aurélien Barrière. J'ai créé la société B-Conseil, donc spécialisée en financement d'innovation sur les sujets liés à la fiscalité. Donc on a dit Geneviève, le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et également le statut de jeune entreprise innovante. Il faut savoir qu'une start-up, à partir du moment en fait, où elle embauche ses premiers salariés, ou même potentiellement les dirigeants commencent à se rémunérer sur la structure, l'entreprise, par le biais de ses activités de recherche et développement ou d'innovation, peut bénéficier d'un crédit d'impôt, même si dans la mesure où elle ne serait pas bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle ne paierait pas d'impôt, elle aurait droit à une créance de l'État. C'est-à-dire que c'est clairement de l'argent que l'administration va lui verser. Voilà en quelques mots le dispositif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Et le statut de jeune entreprise innovante qui lui permet d'avoir des exonérations de charges patronales qui ne sont pas négligeables. C'est 70% d'exonération de charges patronales pour les collaborateurs affectés en recherche et développement. Ce dispositif il est favorable aux startups, mais il est aussi favorable finalement à toutes les entreprises qui ont des activités d'innovation et de recherche. D'ailleurs, pour information, c'est grâce à ces leviers, notamment le crédit d'impôt recherche, qui est finalement le dispositif qui est le plus incitatif au monde pour mener des activités de R&D, que certaines grosses entreprises comme Google, Facebook, Amazon, Huawei, etc., implantent des centres de R&D en France. Donc même si effectivement les charges patronales sont assez chères en France, grâce au crédit d'impôt recherche, le dispositif permet de rembourser quasiment 50% des dépenses des ingénieurs. Voilà. En résumé rapide, le dispositif. Un petit mot sur notre structure. Donc, la société a été créée en 2017. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus d'une centaine d'entreprises, start-up, à 80%. On est 6, on est partenaire de différents lieux d'innovation comme Station F ou différents programmes comme le Chain Accelerator. On a énormément de startups dans la blockchain. On est partenaire de la plateforme 58, l'incubateur de la Banque Postale, de Paris & Co, pour lesquels on fait pas mal d'interventions sur ces sujets. L'idée est de sensibiliser un maximum d'entrepreneurs à ces dispositifs. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Merci. Donc, toujours en page 8, l'évaluation des conseils. Tu connais, je suis distrait.
Donc voilà, on a vu trois solutions qui aident le financement. Mais voilà, avant de pouvoir demander du financement, il faut aussi convaincre. Et donc on va passer à une start-up qui permet finalement de savoir voilà, qu'est-ce qu'on a sous le capot, Rocketchart. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, merci Geneviève pour l'invitation. Je développe Rocketchart avec deux associés développeurs. Nous voulons aider les fondateurs de startups et les gérants d'entreprises à mieux gérer leur cash. On est parti d'un constat simple. Aux US, 82% des raisons d'échec d'une TPE, c'est à cause d'un manque de gestion de la trésorerie. Et en France, malheureusement, il y a 30 TPE et startups qui meurent tous les jours parce qu'elles ne suivent pas leur trésorerie comme il faudrait. Donc du coup, tout le monde le sait, la trésorerie c'est le nerf de la guerre, je ne vais pas vous l'apprendre et les chiffres le montrent de toute façon. On le sait tous et pourtant, il y a encore énormément de boîtes qui meurent à cause de ça. Du coup, on a creusé la question et on s'est rendu compte de deux problèmes. Premièrement, avoir une vision précise et claire de ses coûts, de ses revenus et de sa trésorerie, ça demande énormément de temps et d'énergie. Et deuxième problème, mettre à jour ses prévisionnels de trésorerie sur Excel ou sur Google Sheet, c'est hyper laborieux. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de fondateurs, de gérants qui prennent pas le temps de le faire correctement et qui ont une vision claire de leur situation financière. Alors pourquoi ce problème n'était pas résolu avant? C'est parce qu'en fait, il n'y avait pas les technologies pour le faire. Aujourd'hui, avec l'open banking et la DSP2 en Europe, on a toutes les clés en main pour proposer des solutions. Et du coup, on pense qu'on a craqué quelque chose avec Rocketchart. En gros, avec nous, le fondateur, le gérant de la boîte, il a une vision précise et claire et instantanée de ses coûts, de ses revenus et de sa trésorerie. Et tout ça automatiquement. En gros, il maîtrise finalement sa situation financière et il sait où il va. Alors concrètement, comment on fait ça? On se connecte directement au compte en banque.
on a intégré des API bancaires, donc on traque en temps réel les dépenses et les revenus, toutes les lignes, enfin toutes les transactions finalement, les encaissements et les décaissements sur le compte bancaire. On automatise la catégorisation des dépenses avec un algorithme qui est personnalisable pour s'adapter à la structure de la boîte. Comme ça, le fondateur connaît sa structure de coût et peut l'optimiser, voire même réduire ses charges. Et il peut également faire des prévisions financières sur le logiciel. Finalement, on lui redonne un peu de pouvoir sur sa trésorerie. Nos clients parfaits, en fait, on les a trouvés en discutant avec plus de 380 fondateurs, gérants d'entreprises, PME, TPE, start-up en France, mais aussi partout dans le monde, au Canada, aux US, en Israël, partout, avec Facebook, avec les mails, etc. Ça se fait bien. Et du coup, on a identifié 2 cibles, les fondateurs de start-up tech qui ont levé en seed ou en série A, et les gérants fondateurs de TPE plutôt hardware, qui sont autofinancés ou qui utilisent les banques pour se financer. Ce marché-là, il n'est pas nouveau. Il y a déjà des logiciels qui existent. Et en fait, on est le seul, normalement, qui est à la fois connecté au compte en banque et qui permet de proposer un logiciel de pilotage de trésorerie pertinent, on va dire. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va réussir? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va réussir? Le design, qui va permettre de donner la bonne information aux gérants fondateurs sur sa situation financière. 2, les plus de 16 000 banques couvertes partout dans le monde. Et 3e, notre communauté de bêta-testeurs avec qui on construit le produit. Notre modèle économique, il est plutôt simple. C'est un modèle SaaS, abonnement récurrent. Donc l'utilisateur paie un abonnement mensuel pour utiliser la plateforme. Le prix dépend du chiffre d'affaires de la boîte. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous, les coûts opérationnels derrière, les coûts du produit est très faible, donc les marges sont hyper intéressantes. Et notre équipe, du coup, comme je vous disais, on est 3, 2 développeurs qui ont plus de 3 ans d'expérience, et moi sur le design et le marketing. Du coup, j'ai déjà monté en fait 2 entreprises avec mon frère, qui est associé ici encore, avec moi, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi 2 ans avec Eli dans une précédente entreprise. On pense qu'on est la bonne équipe en fait pour résoudre ce problème. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il n'y a pas de questions sur les présents. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que vous pouvez aussi réagir en live si jamais vous avez des remarques. Hein. J'avais oublié de le préciser, mais c'est aussi possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, le produit est prévu pour sortir quand? Début novembre. Ok. En gros, on prévoit de sortir le produit début novembre. On a du coup 135 entreprises en bêta de test, enfin, qui vont tester le produit et qui sort. On va commencer bientôt et le lancement officiel en bêta est prévu pour début novembre. En gros. Voilà. Vous avez dit que vous vous connectez. Pardon? Vous avez dit que vous vous connectez directement au compte en banque. Ouais. Et comment ça se passe? Du coup, on a intégré en fait 2 API bancaires qui, elles, ont déjà fait le travail de se connecter sur toutes les API bancaires, donc les interfaces bancaires, etc. Et donc, l'utilisateur, concrètement, il utilise notre interface. Via notre interface, il se connecte avec ses identifiants personnels à son compte personnel en banque, comme s'il se connectait sur bnp.com pour voir ses finances. Et derrière, nous, en fait, du coup, on synchronise grâce aux API bancaires. On récupère toutes les informations sur les transactions du compte bancaire. Donc, on voit en temps réel, on a accès à toutes les lignes qu'il y a sur le compte bancaire. Est-ce que c'est sécurisé? Pardon? Ouais, alors du coup, alors effectivement, la sécurité, c'est primordial, surtout quand on parle de données bancaires. Le point positif, ce qui est bien, c'est que les API bancaires, elles sont déjà hyper robustes et on s'appuie juste sur elles pour la partie connexion, authentification au compte bancaire et pareil pour la récupération des data. Pardon. Donc, pour ce qui est authentification et récupération des transactions, c'est hyper sécurisé. Les API bancaires ont déjà les accréditations auprès de la Banque de France, de la CPR, de l'Open Banking License, etc. En revanche, nous, on a un énorme travail à faire sur notre base de données pour la sécuriser
pour éventuellement et effectivement crypter la base de données pour que donc c'est un gros sujet, on ne le traite pas du tout pour l'instant, parce qu'on est en bêta, mais effectivement c'est une très bonne remarque et c'est un gros sujet sur lequel on va travailler. Multibanque. Pardon? Multibanque. Ouais, tu peux connecter plusieurs comptes bancaires et après du coup tu as une vue globale en fait de tes. Pour l'instant c'est une vue globale avec les deux comptes mélangés, et à terme on prévoit aussi de séparer les comptes. Est-ce que vous faites de la gestion de flux? Qu'est-ce que tu appelles de la gestion de flux? Par exemple, on avait des clients qui payent tous les mois un abonnement, et là, vous devez leur offrir de certaines sommes. Est-ce que c'est possible de mettre en place un système sur la plateforme, ou sinon on va pouvoir avec la banque pour son compte? J'ai pas compris la question. C'est dans la fin, je pose la question. Pardon? Je pose la question. Ouais, d'accord, ça m'a compris. Et vous pluguez un système de facturation ou pas pour Alors, on ne sait pas encore, soit on va le développer en interne, soit effectivement on va se plugger un système soit d'émission de facture, soit carrément aller aux boîtes comme 12, Fred de la compta, enfin les boîtes qui font de la comptabilité. Il y a les deux possibilités, soit juste la facture, soit carrément brancher le logiciel comptable. On n'est pas encore branché. C'est bon? Donc, du coup, on va passer à l'évaluation en page 8.
Donc, on a vu les moyens de financement, on a vu comment avoir des indicateurs, on a donc, notamment sur tout ce qui est actif, mais aussi comment est-ce qu'on évalue notre patrimoine. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Wissem. Vous pouvez applaudir. Wissem, il n'est pas dans la salle? Est-ce qu'il devait venir de Wissem? De Wissem, c'était Zakaria. Bah non, c'est pour qu'il est pas. On va passer alors dans ce cas-là à AML Factory. Bonsoir à tous, je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice d'AML Factory, c'est une solution compliance de service. Ah d'accord, pardon, on va recommencer. Ça arrive. C'est bon. Donc, bonsoir, je m'appelle Charlotte. Je suis la fondatrice d'AML Factory, une solution compliance as a service, AML étant un acronyme anglais qui désigne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. AML Factory, c'est une idée que j'ai eue dans la tête pendant près de 2 ans, avant de décider de la mettre en musique il y a à peu près un an et pour lesquelles je me suis retrouvée d'un certain nombre de personnes hyper compétentes. Notamment un CTO, un dev, toute une équipe pour les opérations et Evan qui nous a rejoint la semaine dernière pour le côté BizDev, qui commence à vendre de solutions. Et alors, AML Factory, qu'est-ce que c'est et à quoi elle répond comme enjeu? Pour vous donner un chiffre, en 2019, les institutions financières européennes vont dépenser 100 milliards d'euros pour faire face à leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment. Je ne vous parle que des institutions financières, je ne vous parle pas des autres entités qui dépendent des secteurs non financiers. En dehors de ces 100 milliards d'euros qu'elles vont dépenser en 2019, montant qui augmente de 20% tous les ans depuis 5 ans, elles doivent aussi accepter le fait que chacun de leurs ETP en interne va perdre entre 3 à 4 semaines pour soit déployer le dispositif anti-blanchiment, soit le gérer. Et malgré ces dépenses, malgré cette perte de temps, elles continuent à faire face à un risque de sanction qui est de plus en plus fort chaque année. Je vais vous citer la Banque Postale, qui a pris 50 millions d'euros le 24 décembre dernier. C'était aussi Banque Privée d'HSBC qui a pris 300 millions d'euros cet été. Alors, des dépenses qui augmentent, des pertes de temps qui continuent d'augmenter, des sanctions qui continuent d'augmenter. Pourquoi? Le constat, c'est le suivant. Ça fait 30 ans que la réglementation existe. Il y a à peu près une dizaine d'années, on avait vu tous les cabinets de conseil qui se sont rués sur cette thématique pour essayer d'aider les acteurs financiers à répondre à leurs obligations. Le problème des cabinets de conseil, c'est qu'ils ont un mécanisme de fonctionnement en jour-homme qui n'est pas du tout scalable. Et entre ce que dit un consultant, ce qu'entend son client, ce que écrit son client, ce que comprend les opérationnels et ce que dépose les opérationnels, il y a un monde énorme. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a commencé à voir arriver des solutions technologiques pour pouvoir, elles aussi, aider les acteurs du marché. Le problème de ces solutions, c'est qu'elles sont soit hyper spécialisées sur une problématique particulière de la réglementation, soit elles n'ont absolument aucune compétence ni expertise réglementaire en la matière. Donc, résultat, les entreprises soumises à cette réglementation continuent à dépenser énormément d'argent, donc se prennent toujours autant d'amende dans la figure. Et donc en fait, il leur manque un énorme vide qui fait qu'elles ne sont pas contentes. Et bien c'est toute l'ambition d'AML Factory, c'est d'occuper, là, ici, en haut, parce qu'il y a vous. Et comment on va répondre à cette ambition de devenir précurseur sur le marché? C'est qu'on va être la première solution du marché qui va coupler expertise réglementaire et solutions technologiques. On vient de créer le premier AML Officer augmenté du marché qui va permettre de gérer toutes les obligations en la matière, que ce soit de la gouvernance, du KYC, de la formation, des reporting au niveau des autorités. AML Factory permet à ces entreprises de se passer de ces contraintes réglementaires pour qu'elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Elle s'appuie sur différentes fonctionnalités un peu transverses, très transverses, que sont par exemple des dashboards dynamiques, une veille réglementaire augmentée, mais aussi qui ne sont pas forcément cités ici. Il va y avoir la pédagogie augmentée, il y a aussi des case management, un rôle de pense-bête, un rôle d'avocat, enfin, tout un tas de fonctionnalités qui va leur permettre d'absorber complètement ces contraintes réglementaires. Et conséquence de quoi, on est un cost killer, on a fait des simulations avec nos clients, elles ont dépensé jusqu'à près de 40% en moins que ce qu'elles dépensent actuellement.
elles vont avoir un temps de traitement manuel qui peut être utilisé jusqu'à 8 et le risque de sanction, c'est 0. En tout cas, si ce n'est pas 0, elles savent pourquoi ce n'est pas 0 et elles sont capables de corriger en temps réel leur zone de non-conformité. Pour terminer, sur le business model, on a un premier produit d'appel qui est un diagnostic de conformité qui nous permet de dégager du chiffre d'affaires pour financer le rapide développement. Par la suite, on a un mécanisme d'abonnement mensuel qui s'enrichit en fonction des fonctionnalités que souhaite notre client. Et bien que Evan soit venu nous rejoindre la semaine dernière pour commencer la prospection la semaine prochaine, on a quand même un pipe commercial assez conséquent. Depuis qu'on a participé à Vivatech en avril, on a eu une quarantaine d'appels entrants qui nous montrent que le marché est vraiment intéressé par la solution. Et puis la semaine dernière, on a fait Spin & Tech Summit. On a rencontré, je ne me trompe pas, 12 boîtes qu'on allait chercher. Sur les 12 boîtes, on a des projets 10 rendez-vous pour une solution. Donc, en dehors des capacités d'Evan de transformer les prospects en lead, voire en clients, je ne doute pas que le marché est prêt à accueillir cette solution. Je suis à disposition pour renseignements complémentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. Vous avez déjà levé des fonds, vous souhaitez en lever? Oui. Donc non, on n'a pas de fonds et à un moment ou l'autre, on en aura besoin, sauf s'il est vraiment hyper fort. Et la commercialisation, du coup, c'est là, c'est... La semaine prochaine, ça commence. On est en train de créer tout le pipe commercial, relancer les différentes personnes qu'on a eues déjà en ligne entrant. Et puis après, ça sera vite déroulé. Et du coup, votre objectif, c'est de travailler directement avec les banques ou aussi collaborer avec des organismes comme TracFin ou ce genre de choses? Alors, en l'occurrence, TracFin ne sera pas un client. Mais par contre, on connecte la plateforme à TracFin pour éviter en fait que les boîtes aient besoin de se balucher 45 minutes pour saisir leur déclaration sur RMS. En fait, ce sera un réceptacle des déclarations qui seront saisies directement depuis la solution. Est-ce que vous engagez du coup un zéro risque d'amende Le risque que nous on prend, alors en l'occurrence, on a créé une plateforme sur laquelle on intègre le référentiel réglementaire tel qu'il est applicable en vigueur. Au côté humain, on fait quand même la veille réglementaire, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à développer une techno suffisamment éprouvée pour pouvoir analyser, interpréter une telle loi, mais pourquoi pas, on ne sait jamais, peut-être devenir Bill Gates. Et en fait, quand chaque nouvelle évolution, nous, on va modifier le référentiel réglementaire de départ, ce qui va créer en fait une to-do, on l'a plus ici, mais ce qui va créer une to-do au niveau du dashboard de notre client, et c'est à lui de valider la modification de son dispositif. Et une fois qu'il valide, donc il y a une procédure de mise à jour, parce que c'est une procédure digitale, et qui va mécaniquement synchroniser tous les process opérationnels qui y sont liés. Je vous donne un exemple, une liste pays qui change, le Panama devient un pays rouge, risqué. Tous les clients qui sont de près ou de loin liés au Panama vont être rescorés par la solution pour être leur KYC soit mis à jour et qu'ils puissent valider et demander les nouveaux documents et informations adéquats. Pareil, vous soyez une transaction, sur les choses. Voilà, toute une mécanique de synchronisation opérationnelle. Tu l'as peut-être dit, mais je vais peut-être oublier. C'est quoi? Comment vous gagnez de l'argent? Alors d'abord, on a un produit d'appel qui permet d'établir un diagnostic de conformité à un instant T, ce qui permet d'anticiper le contrôle du régulateur, pour éviter que si le régulateur débarque le lendemain, soit en mesure de connaître ses zones d'excellence pour dire ok, donc là je suis très bon, donc je vais m'intéresser là-dessus, et surtout ces zones de non-conformité pour avoir une roadmap pour se corriger et dire ah là je sais que je ne suis pas conforme, mais au moins j'ai déjà ma roadmap, donc pas de procédure disciplinaire, sauf carence majeure détaillée partout. Et ensuite on a un mécanisme d'abonnement, donc un abonnement mensuel. C'est environ 4 fois moins cher qu'un expert AML avec 15 ans d'expérience. Voire même 5 ou 6 ans. Merci en tout cas. Et puis, on passe à l'évaluation. Non, on ne s'évalue pas soi-même.
Donc oui, pendant l'évaluation, donc on a une petite aparté, on avait prévu aussi donc Startup Cryptown, qui est entre la fintech et entre la blockchain, et donc on a arbitré voilà, la dernière minute. Cryptown est plus blockchain, donc vous la découvrirez lors de la Pitch Night spéciale blockchain. Donc, on va passer également au vote de la start-up de la soirée. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, c'est page 10. Et voilà, pour les internautes qui nous suivent, ben voilà, envoyez-le sur le tweet de Maymoun et comme ça, nous aurons toutes les réponses qu'on pourra synchroniser. Page 10.
J'espère que tout le monde a eu le temps de voter. Donc, d'abord, un grand merci pour les pitchers de cette soirée spéciale FinTech qui ont représenté différents aspects de la FinTech. Et finalement, vous avez dû voir un petit logo là pendant l'ensemble de la soirée affiché. Donc, c'est le logo de La Place. Et donc, La Place nous a aussi permis notamment de pouvoir présenter des startups dans la finance et aussi des actions envers ces startups-là. Donc, je vais appeler Lizzie. Et Lizzie va vous présenter La Place. Lizzie. Bonjour. Donc, bienvenue à La Place. Donc, je m'adresse à la salle, mais aussi aux internautes, parce que je pense qu'une grande partie de la salle connaît déjà La Place. En tout cas, il y a beaucoup de visages qui nous sont familiers. Donc, La Place, c'est une initiative qui a à peine plus d'un an de la mairie de Paris, qui voulait installer dans ce lieu un peu mythique de la finance, qui est le Palais Brongniart, un hub d'innovation financière. Du coup, La Place est un lieu, c'est avant tout un lieu qui vit toute la semaine avec un espace qui est ouvert pour ses adhérents, qui sont à la fois des fintech, des insurtech, mais aussi des grands groupes. C'est un lieu où il y a un certain nombre d'événements par semaine avec des contenus très spécifiques, donc par vertical, soit sur de la blockchain, l'IA, mais donc avec un certain nombre de contenus, mais aussi des événements qui permettent de faire vivre ce lieu, comme ce soir les Pitch Night, ou des événements un petit peu plus dédiés sur la création de projets avec nos partenaires. Donc, travailler soit sur des positions de place avec nos partenaires banques et assurances, soit sur de la résolution de pain points communs qu'ils pourraient avoir. Donc, voilà, vous êtes, si votre activité a un lien avec la finance et l'innovation en finance, vous êtes largement invité à devenir adhérent en cliquant sur laplacefintech.com. C'est gratuit. Et après, vous pouvez, vous êtes les bienvenus sur ce lieu tout au long de l'année. Merci. Il faut savoir que FinTech, il y a plusieurs domaines dans la FinTech. Il y a aussi la blockchain qui est englobée. Dedans, on a aussi donc, tout ce qui est finance appliquée à l'écologie, dont on avait discuté également. Et on a aussi AssureTech. Donc voilà, si vous faites partie de ces 4 catégories en tant que start-up, La Place, c'est the place to be. C'est bon, on n'est plus en